Hi guys, c'est parti pour l'épisode 4 de la saison 5 de Vikings, un épisode qui peut-être était un petit peu plus calme que les autres, mais en tout cas historiquement c'était quand même assez riche, et en plus il y avait vraiment des plans qui étaient somptueux, on découvre vraiment une nouvelle civilisation et un nouveau monde, et ça je trouve ça assez sympa. Nous retrouvons donc Halfdan, Bjorn et Cynric donc au niveau du détroit de Gibraltar, puisqu'ils parlent des colonnes d'Hercule. Bjorn veut se rendre à Rome car pour lui c'est le centre de ce monde qu'il veut absolument découvrir, mais Cynric va vite calmer ses ardeurs et lui dire bah ouais mais l'Empire romain c'est plus ce que c'était, et effectivement ça a beaucoup décliné. D'ailleurs en parlant des empereurs, donc c'est l'empereur byzantin Michel II qui maintenant est aux commandes, et ce que c'est marrant c'est que Cynric va vraiment mettre en lumière la différence entre la culture viking et celle des autres justement, où pour lui bah en fait tout le monde se succède tout le temps, c'est à dire qu'on n'a même plus le temps d'apprendre le nom du nouvel empereur qu'il y en a déjà un autre à nouveau, parce que tout le monde se trahit, il y a des meurtres, il y a beaucoup de choses, des coups d'état, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent. Cynric va faire à peu près la même réflexion en parlant des espions, parce que Bjorn ne comprend pas du tout, il dit des espions pour faire quoi? Et Cynric fait comprendre, bah ouais non mais c'est ici, eux ils font des trucs comme ça, c'est un peu bizarre, effectivement ils peuvent pas comprendre parce que c'est quelque chose d'assez différent. Et oui c'est vrai qu'il y a tout un jeu politique qui peut-être n'existe pas de la même façon chez les Vikings. Bjorn et Halfdan ont vraiment écouté Cynric et se sont fait passer pour des marchands. J'ai bien aimé la scène justement où tout le monde se menace, alors on a l'amiral Euphémius qui est un petit peu sur ses gardes, qui dit oui mais ce sont des hommes en plus qu'il connaît parce qu'effectivement l'empereur Michel II a un viking comme garde du corps, donc ça c'est quelque chose d'assez insolite. J'ai bien aimé parce qu'il y a quand même une grande incompréhension du fait qu'ils ne parlent pas du tout la même langue, ils se toisent tous les deux, et évidemment il y a Cynric qui va faire tampon entre les deux puisque lui parle les deux langues. D'ailleurs on voit vraiment que Cynric a voyagé à peu près partout, il connaît toutes les langues, il sait tout, vraiment c'est incroyable. Et puis l'atmosphère se détend tout d'un coup, Euphémius se met à rigoler, on se dit mais pourquoi il rigole? Est-ce que c'est pour essayer de se donner une contenance et tout? Au final bon il trouve la situation assez absurde, donc Bjorn est assez étonné, il est vraiment complètement décontenancé. Au final Euphémius invite Bjorn, Halfdan et Cynric à déjeuner, on se dit bah tiens c'est sympa, il a envie d'apprendre à les connaître et tout, au final c'est quand même super intéressé puisque comme Michel II a un garde du corps qui est viking, et bah il faut qu'il fasse de même, donc il va donc les engager en tant que garde du corps. Au final, je m'attendais à ce que Bjorn refuse ou se dise bah non mais finalement je suis pas si intéressé que ça. Finalement, il accepte et donc par contre demande à ce dernier de pouvoir rencontrer le fameux chef arabe, car au final ça n'est pas réellement Euphémius qui est chef de la Sicile, mais un chef arabe, et donc Bjorn veut le rencontrer, donc l'occasion d'aller en Afrique. C'est vrai qu'un viking en Afrique, bah dit comme ça, c'est assez dingue. On rencontre également un personnage très intriguant, c'est Cassia qui était une nonne et donc qui était très connue à Constantinople, et donc qui a été enlevée par l'amiral Euphémius. C'est d'ailleurs pour cette raison que Michel II veut sa mort. Cassia qui entretiendrait une relation avec l'amiral Euphémius, mais qui aurait possiblement un amant, à moins que ce soit un espion. C'est vrai que la situation est très confuse parce qu'en fait on doit absorber énormément d'informations en peu de temps, c'est-à-dire qu'à peine Bjorn et Halfdan arrivent, ils font connaissance avec l'amiral Euphémius, ils apprennent que c'est pas lui le chef, ils apprennent qu'il y a une nouvelle personne qui est assez intrigante, c'est Cassia, et puis ensuite ils vont s'en aller, donc ça se passe en très peu de temps. En tout cas Cassia qui a l'air d'avoir beaucoup de pouvoir auprès de Euphémius et peut-être d'autres personnes. Halfdan est totalement fasciné par cette femme. Alors, on peut se dire peut-être la vraie histoire d'amour d'Halfdan pourrait avoir lieu peut-être avec cette personne, même si voilà, les décalages des cultures et le niveau social peut peut-être faire une barrière entre les deux, mais c'est vrai que du coup, vu qu'on met beaucoup l'accent sur la façon dont Halfdan voit cette femme, c'est vrai que ça peut nous faire poser pas mal de questions. D'ailleurs, il se demande si c'est pas une ensorceleuse, si elle aurait pas quelque chose de mystique, parce que c'est vrai qu'elle est magnifique, il y a ce côté religieux autour d'elle, et en plus elle a énormément de pouvoir. Une femme qui a énormément de pouvoir dans cette civilisation, c'est pas forcément commun. Du côté des Saxons, il y a forcément les répercussions suite au fait que Haemon a viré Ubbe et Witserk de leur camp. Effectivement c'était donc une preuve d'hostilité et donc d'un refus de paix. Haemon, pour ne pas changer, va mettre son petit grain de sel. Lui ce qu'il propose c'est d'assiéger York. Alors il dit que c'est soi-disant dans une vision. Bon honnêtement moi j'y crois pas trop, je pense que c'est totalement un mensonge, c'est encore une fois une excuse pour pouvoir faire souffrir les Vikings et tout. En tout cas, Æthelwulf au début ne voulait pas les attaquer parce qu'il sait très bien qu'ils sont en infériorité. Il va finalement écouter le plan de Haemon, et pourtant Æthelwulf n'était pas si bête parce qu'il était en train de se dire mais finalement s'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils nous attaquent, ils sont quand même supérieurs à nous numériquement, du coup ça risque de tourner mal pour nous. Et effectivement quand on voit la fin de l'épisode, on sent que c'est un petit peu ce qui va se passer. Haemon dit donc que Dieu va les aider. On a l'impression quand même que Haemon depuis quelque temps, Dieu l'a un petit peu laissé tomber. En tout cas, a laissé tomber ses plans, puisque je vous disais dans l'épisode dernier,
il passait vraiment, les flèches passaient à côté de lui, ne le touchaient pas, donc clairement on a l'impression qu'il allait survivre et qu'il allait pas lui arriver grand chose. Mais en tout cas, dans tout ce qu'il veut faire, bah on n'a pas l'impression que Dieu est quand même derrière lui. Ils vont donc mettre leur plan à exécution et donc commencer par tuer les Vikings qui sont à l'extérieur de York et qui sont en train de chasser pour tout simplement faire en sorte qu'il n'ait plus de nourriture qui vienne de l'extérieur. Il va donc avoir ensuite les renforts qui vont venir de Northumbrie et là, au moment où ils vont devoir commencer à assiéger York, il y a quand même une discussion qui est très intéressante, et je vous l'avais dit d'ailleurs, dès le deuxième épisode, je trouvais ça assez bizarre quand même que Aemon dise bah voilà, moi j'ai tel plan, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, et que Aethelwulf ne dise rien, qu'il est juste à acquiescer et que voilà, que ce soit Aemon qui fasse tout, donc je trouvais ça un petit peu bizarre, et je me doutais qu'à un moment donné, parce qu'on voit quand même l'escalade au fur et à mesure, on voit quand même que plus ça va, plus Aemon se prend vraiment pour le chef, pour le roi, et là Aethelwulf enfin commence à se dire attends mais mec, you're talking to me. Je me suis dit bon, enfin il a quand même compris le truc, il s'est dit quand même attends c'est moi le roi. Enfin, je veux dire c'est pas comme si c'était un chef d'armée ou je ne sais quoi, non c'est le roi, donc au bout d'un moment le respect. Donc forcément venant d'un homme d'église qui est censé être humble et tout, alors déjà bon que c'est un guerrier alors que normalement bon il est pas censé tuer etc, la violence blablabla blablabla. En plus si il a pas du tout d'humilité, bon bah là en fait on se dit mais est-ce que c'est vraiment un homme d'église, en fait il croit juste en Dieu et puis c'est tout quoi, à côté voilà quoi. Donc Aemon à travers sa vanité pêche une nouvelle fois, Aethelwulf se fait remarquer et d'ailleurs est piqué dans son ego à dire mais attendez on va quand même pas écouter toutes vos soi-disant visions, le roi c'est moi, donc au bout d'un moment on va faire comme je l'ai dit. La réaction d'Aemon, ça va être forcément de s'agenouiller, c'est la seule façon de montrer qu'il est soumis et donc qu'il est humble, alors qu'en fait Aethelwulf n'est pas dupe, encore une fois, bravo Aethelwulf, il a remarqué qu'il était vaniteux et donc ne croit pas à sa prétendue humilité. Sachant qu'en plus tout se passe soi-disant comme Aemon l'avait prévu, donc vraiment il pense que des corps ont été brûlés parce que la maladie, etc. etc. Donc ça veut dire que Aethelwulf est obligé de reconnaître que Aemon avait raison depuis le début et que lui, il a été juste spectateur de tout ce que Aemon a fait, donc là c'est encore pire. Je pense vraiment que Aethelwulf va voir Aemon à l'œil, mais bon, de toute façon ils sont obligés de travailler ensemble pour l'instant, donc il va le tolérer, mais je pense qu'une fois que tout sera fini, ça va pas très bien se passer pour lui. Du côté des Vikings, à York, même si Ubbe est parti, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait une cohésion et tout, mais en fait ça n'est pas du tout le cas, puisque Ivar traite quand même encore très mal Hvitserk. Bon, au final ça a pas changé grand chose, donc Hvitserk est en train de dire, mais si j'ai pas suivi Ubbe, c'est tout simplement parce que je ne suis pas son chien, j'ai quand même le droit à la parole, j'ai quand même le droit de choisir mon destin et de faire ce qui me plaît, donc il se dit qu'en choisissant Ivar, il va pouvoir faire vraiment ce qui lui plaît et être vraiment une personne accomplie, sauf qu'au final, il se rend compte que Ivar quand même se sert de lui. Le fait que Hvitserk ait choisi Ivar, pour lui, c'est vraiment juste une victoire. Puis bon, c'est son frère, donc forcément, il est quand même content d'avoir de son côté, mais techniquement, Hvitserk ne lui sert à rien puisqu'il le prend tout simplement pour un benet, il est idiot, d'ailleurs, il lui fait même pas part de son plan. Hvitserk est totalement étonné quand il se dit, mais au final, t'avais vraiment un plan, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, t'avais tout prévu en fait depuis le début, alors que Hvitserk arrêtait pas de dire, mais non, tu sais quand même que les Saxons vont attaquer York et tout ça et tu fais rien. Donc Ivar ne le met pas dans la confidence parce que de toute façon c'est même pas parce qu'il a pas confiance en lui, c'est tout simplement parce que ça sert à rien. Qu'est-ce qu'apporterait Hvitserk? Il sert à rien, il a jamais prouvé quoi que ce soit. Alors oui, sur le champ de bataille il sert à quelque chose, mais alors niveau stratégie, niveau intelligence, il lui sert absolument à rien. Hvitserk commencerait donc à se remettre en question, peut-être aurait-on le droit à un début de développement de personnage, Hvitserk qui demande conseil aux dieux sur ce qu'il doit faire, car Ubbe le prenait pour son chien, Ivar se moque de lui, donc finalement il se demande mais qui est-il? C'est vrai qu'on pourrait s'étonner en voyant Ivar en train de manger totalement tranquille alors que les Saxons sont aux portes de York, mais ouais en fait il avait vraiment tout prévu. À un moment donné il parle de son plan qu'il a mis en œuvre et que ça a un rapport avec ce qu'il a découvert, mais on sait pas ce qu'il a découvert, je suppose qu'on le saura par la suite. En tout cas Ivar avait prévu que les Saxons s'attendaient à ce qu'ils pensent vraiment qu'ils allaient brûler les corps parce que voilà ils avaient commencé à être malades, à mourir de faim et autres. Donc c'est un stratagème, faire semblant de brûler des corps pour qu'ils se disent bah oui mais au final il y a encore moins de Vikings donc ils vont se retrouver sans défense et donc ça va être facile de récupérer la ville. Néanmoins, lorsque Aemon et Aethelwulf arrivent à York, alors déjà j'ai bien aimé parce que là on a Aemon qui est totalement outré de voir que l'église c'est limite une porcherie, enfin là c'est carrément une écurie, il y a carrément des chevaux, je crois qu'il y a des poules, enfin je sais plus quoi. Le pire c'est qu'il y a des rats, les rats c'est quand même des animaux, à l'époque c'était quand même porteur de maladies et tout, donc c'était vraiment, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est quand même pas super propre et tout, c'est quand même, voilà, c'est vraiment, pour lui, ils ont souillé l'église, ils ont souillé la religion, ils ont souillé la chrétienté. On a Aethelwulf à côté, on a l'impression qu'il s'amuse, il a une espèce de petit sourire en disant bah oui c'est un petit peu ma revanche, au final il est un peu mal à l'aise, ça me fait plaisir quand même, parce que bon, de toute façon il récupère la ville donc pour l'instant lui il est serein, mais surtout si en plus les Vikings ont pu faire un petit tour assez rigolo à Aemon, bon c'est encore mieux. Finalement Aemon fait quand même une remarque assez pertinente, c'est que les rats sont sortis des caves.
Alors pourquoi les rats se sont agités et sont sortis des caves? Tout simplement parce que certainement les Vikings sont en dessous puisqu'ils ne sont plus dans les rues, il n'y a plus les bateaux ou autres, en tout cas les bateaux et tout ça ont dû être cachés. Un stratagème que Ivar avait déjà utilisé lors de la guerre pour la revanche de Ragnar. La totalité des Vikings serait donc dans les caves, prêts à mener un assaut. Et là ça sent pas bon pour Æthelwulf et Haemond. Floki est toujours en Islande mais se sent peut-être seul, en tout cas il est heureux d'être là, il se sent vraiment chanceux et d'ailleurs s'adresse aux dieux avec beaucoup d'humilité. D'ailleurs c'est un petit peu excusez-moi je veux pas trop vous déranger, je peux vous poser une question s'il vous plaît? Floki souhaiterait ramener d'autres personnes, les faire profiter de cet endroit, il souhaite bâtir une cité de vrais croyants, voilà, pas avec des étrangers ou des personnes qui louent des faux dieux selon lui, donc vraiment voilà, des personnes qui croient aux dieux nordiques. Et là on a quand même le droit à des plans qui sont magnifiques, vraiment, alors les vagues qui vont se fracasser sur la plage et tout, vraiment on a des plans qui sont vraiment en grand angle et tout, c'est juste magnifique avec le Floki qui marche comme ça, c'est juste terriblement beau et j'ai vraiment envie qu'on revoie d'autres plans comme ça, vraiment j'ai hâte justement qu'ils ramènent d'autres personnes d'Islande. Donc Floki va ramener justement d'autres personnes, disons qu'il va se rendre en Norvège, expliquer tout ce qu'il a vu etc, convaincre des personnes de venir avec lui, ce qui diffère de la réalité puisque Floki ne serait que le 3e viking à avoir mis les pieds en Islande. Par contre c'est vraiment Floki qui a donné le nom Islande à ce pays et par ailleurs la première fois qu'il y va il n'est quand même pas seul. Donc bon, pour le reste je vais pas vous spoiler, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais en tout cas il y a quand même quelques petites choses qui diffèrent de la vie réelle. En tout cas bon, de toute façon le personnage de Floki, il y a beaucoup d'anachronismes et tout, mais de toute façon c'est très bien que la série mélange fiction, réalité et légende, donc forcément c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, mais on fera le point à un autre moment. Encore un potentiel signe des dieux, lorsque Floki s'apprête à partir, on a là le volcan qui est en éruption, ce qui nous donne encore une image magnifique, donc Floki qui reviendra certainement avec d'autres personnes, j'ai hâte de voir comment il va s'installer, comment il va vraiment, voilà, les cultures. Donc j'ai hâte de voir comment il va s'adapter à ce nouvel environnement, comment il pourrait construire une cité vraiment qui serait pérenne. Et ce sera donc l'occasion d'avoir encore une histoire en parallèle, c'est-à-dire qu'on a quand même Björn avec Halfdan, on a Ivar Vidserk, on a Ubbe Lagartha, et donc là on aura Floki, et on a aussi Harald. Donc ça fait quand même beaucoup d'histoires en parallèle, je pense que de toute façon, fin de la saison, tout va se regrouper. En tout cas, je trouve que ça donne beaucoup de fraîcheur, tous les passages avec Floki, c'est vraiment magnifique, et ça nous donne l'occasion de voir des paysages très différents. À Vestfold, Astrid finalement accepte de se marier avec Harald, donc je dis bon, de toute façon, avec le temps, elle va finir par accepter, de toute façon, elle est coincée là, qu'est-ce qu'elle peut bien faire d'autre? Donc elle finit par accepter. J'ai l'impression que le roi Harald essaye un petit peu de cacher sa joie, voilà, oui, bon dis donc, il était temps, en fait, il est super content parce qu'il a tellement pas de chance avec les femmes qu'il se dit, waouh, quand même, finalement, elle a accepté, je m'y attendais pas, mais bon, par virilité, par fierté, il va pas le montrer. J'ai pas trop compris la discussion entre Astrid et Harald, mais notamment au sujet de la baleine. Il dit que chez la baleine, tout est bon à être utilisé, elle parle de sacrifice parce qu'elle les voit un petit peu comme des dieux et tout ça, donc je sais pas s'il y a un sens derrière ça, j'essaie de comprendre, est-ce que Harald c'est celui qui est bon à être utilisé ou je ne sais pas. En tout cas, ils vont se marier, et au moment où ils vont se marier, on va revoir, donc Astrid va revoir l'image de ses ébats avec Lagertha, et ça on se dit, alors est-ce que soit elle regrette, elle est en train de se dire, oui mais finalement je suis en train de tourner la page, peut-être pas qu'elle regrette, mais qu'elle est nostalgique, qu'elle dit, bah finalement ça n'arrivera plus, on sait très bien que de toute façon Astrid était amoureuse de Lagertha, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'elle est encore loyale à elle, et pourquoi pas on reverrait encore un espèce de remake de Kalf et Lagertha, c'est-à-dire que Lagertha qui de toute façon allait finir par se venger de Kalf, et pourquoi pas Astrid se marierait avec Harald pour peut-être le tuer le moment venu si jamais il s'avérait être un danger réel pour Lagertha. Je pense que oui, en tout cas c'est une très très bonne actrice puisqu'elle sourit même au mariage, on a l'impression qu'elle est contente. Ubbe rentre à Kattegat accueilli par Margaret, il va donc demander l'aide de Lagertha, Lagertha va accepter mais elle dit en échange il va falloir quand même que tu m'aides contre Harald. Donc c'est un compromis plutôt intelligent puisque de toute façon Lagertha était quand même quelque part en guerre contre Ivar, parce que le jour où il allait revenir, bah forcément ça allait pas bien se passer. Donc Ubbe va donc aider Lagertha contre Harald, donc ça veut dire qu'il va sûrement rester dans le coin un petit moment avant de se rendre à nouveau en Angleterre. Thorvid dit à Lagertha quand même de faire attention, tout comme Margaret, elle fait comprendre à Ubbe, être l'allié de Lagertha c'est pas forcément une bonne chose parce que finalement elle est faible, elle peut être rayée de la carte assez facilement et qu'au final c'est quand même à Ubbe que revient le trône, celui qui devait être le roi légitime et tout. Alors on se dit pour l'instant vu qu'il fait pas des choix très judicieux, et je pense que techniquement il est beaucoup trop jeune dans son expérience, je pense dans sa vie très clairement pour être roi, ce serait pas un bon roi du tout, donc je pense que ce serait vraiment pas un bon choix. Est-ce que ce que dit Margaret vraiment lui rentre dans l'esprit et se pose des questions? Donc à chaque fois que Margaret dit quelque chose à quelqu'un, on voit vraiment un plan sur la personne à qui elle parle et ça nous laisse un petit peu dubitatif, on sait pas trop ce que la personne pense derrière. En tout cas Thorvid, on sait très bien que de toute façon elle est fidèle à Lagertha, d'ailleurs elle aime pas quand Lagertha dit bah oui mais bon au final il y a des gens
qui me trahissent. Ouais, mais attends, moi je suis là, coucou, moi j'ai toujours été avec toi, je t'ai jamais trahi, bon voilà. Margaret qui se fait prendre sur le fait, et Lagertha, vraiment, voilà, j'étais assez étonnée de sa réaction, mais en fait elle est fatiguée, elle est lasse vraiment de se faire trahir tout le temps. Effectivement, elle se dit, bah avant c'était les hommes, alors, du coup j'ai eu confiance en les femmes, mais au final les femmes aussi elles me trahissent, donc je me sens trahie par tout le monde. Donc c'est sûr que c'est fatigant d'avoir tout le temps à regarder derrière son épaule et se dire, ouais, mais elle peut me trahir, il peut me trahir, etc. Alors à un moment donné, justement, quand elle dit oui, on peut pas forcément faire confiance à tout le monde, même ceux à qui tu fais confiance, finalement tu sais pas. Bah oui, parce que Astrid aussi, elle sait pas justement ce qui va se passer, vu qu'elle était en colère par rapport au fait qu'elle ait parlé peut-être d'une alliance, voire d'un mariage avec Harald. Bon, on sait pas ce qu'elle est prête à faire pour se venger. Du coup, Lagertha n'a plus confiance en personne du tout, et ça c'est vraiment problématique. Donc elle essaye de retourner la situation par rapport à Margaret, et oui, mais tu peux m'aimer. Sauf que Margaret, bah, elle part en pleurant. Alors est-ce qu'elle se dit, bon, est-ce que c'est le fait d'avoir eu peur d'être prise vraiment sur le fait, et elle se dit, voilà, il y a tellement de choc émotionnel que finalement elle s'en va en pleurant, ou est-ce que c'est pour dire, de toute façon, je t'aimerai jamais. Bah, surtout qu'au début, Lagertha dit quand même, oui, tu m'es totalement différente, donc c'est sûr, pour se faire aimer de quelqu'un, c'est quand même assez compliqué. En tout cas, Lagertha qui se sent tellement faible qu'elle va aller voir le voyant, lui demander son avenir et tout ça, elle va demander surtout si elle va revoir son fils, puisque Björn n'est pas revenu. D'ailleurs, comme Torvi était étonnée, de toute façon, Lagertha dit oui, de toute façon, il va revenir. Au final, elle n'était pas si sûre que ça, puisqu'elle va voir le voyant qui va lui dire, oui, tu vas le revoir, mais dans des circonstances qui vont pas être terribles, et puis, de toute façon, les conséquences de la mort de Ragnar sont pas vraiment arrivées, donc là, ça n'est que le début de la fin. Surtout que c'est assez difficile de prévoir ce qui peut arriver à Lagertha, sachant qu'on a très peu d'informations sur la vie réelle sur cette personne. Donc très clairement, là, savoir ce qui va lui arriver, c'est assez compliqué. En tout cas, bon, moi j'ai vu des photos, elle a l'air d'être quand même dans la saison 6. Bon, ça peut être totalement faux, on peut très bien imaginer qu'elle ait mis des costumes et tout, sachant qu'en plus elle réalise certains épisodes, donc bon, on peut se poser quand même pas mal de questions. Lagertha mourrait-elle cette saison? J'ai du mal à croire, sachant qu'en plus Rollo n'est pas encore revenu, c'est-à-dire que là, il faut quand même qu'on garde des personnages quand même d'avant, parce que là, Floki, bon, il va être clairement en Islande, bon, si on n'a plus Lagertha, Rollo, on l'a pas revu depuis, ça fait je sais pas combien d'épisodes, bon, de toute façon, on va le revoir, j'ai vu des photos, donc forcément, il va revenir. Il y en a qui parlent même de cette saison, je sais pas, je pense que ce sera peut-être en deuxième partie de saison, pas au début. Je pense que ça, là, avec tout ce qui se passe, c'est pas le moment clairement. En tout cas, je pense que vraiment la conséquence de la mort de Ragnar, ça va être cette fameuse bataille entre Lagertha, Halfdan, Björn, il y a trop de noms, Ubbe, contre Harald, Ivar, Hvitserk et bah, c'est déjà pas mal, je crois que c'est tout. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant, et effectivement le voyant ne ment pas. De toute façon, il parle par énigme, comme le dit Alfred à Aemon, donc ouais, il dit quelques mots comme ça et puis il faut essayer de deviner. Comme il le dit, il vaut mieux pas savoir son destin à l'avance, parce que de toute façon on peut pas le changer. Et effectivement, savoir que si on va mourir de façon horrible, ou toutes les conséquences funestes que quelque chose peut avoir, y penser chaque jour de sa vie en ayant la peur au ventre jusqu'à l'heure de sa mort, ouais, c'est quand même quelque chose d'horrible, ça c'est clair. En tout cas, j'ai bien apprécié cet épisode qui était peut-être un peu plus calme, mais je trouve qu'on a appris pas mal de choses, et notamment, ouais, du coup, à côté, j'ai fait mes petites recherches historiques, parce qu'il y avait 2-3 trucs que je comprenais pas forcément. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et je tenais aussi à vous remercier pour les 10 000 abonnés, bah oui, maintenant c'est arrivé, c'est dingue, je pensais pas que ça arriverait si vite. J'ai prévu quelque chose pour vous, de toute façon, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux, et peut-être sur l'onglet communauté si je l'ai d'ici là, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!